matin, la dépression s'est installée dans leur vie. Dehors, la ville qui s'éveillait leur faisait signe, mais elle les a retenus par la main. Alors, un matin après l'autre, ces 3 femmes ont fini par devenir l'ombre d'elles-mêmes. Un neuropsychiatre, David Servan-Schreiber, traque cette voleuse de vie qu'est la dépression. Pour cela, les chercheurs disposent d'outils toujours plus sophistiqués. Comment imaginer pourtant que leur scanner puisse pénétrer un monde aussi insondable ? Ce monde, il est terriblement sombre, sans lumière, sans issue, sans un trou pour voir un ray de lumière. C'est vraiment un monde fait de désespoir. C'est un trou noir, c'est un grand vide qui peut pas être comblé. C'est un vide intérieur, c'est une grande tristesse, c'est l'impression qu'on s'en sortira jamais, c'est l'impression qu'on est seul au monde. C'est ça la dépression. Un grand vide, c'est une grande tristesse, un trou noir, on est seul au monde, c'est ça la dépression. Au plus profond du cerveau, la dépression est ce cri de l'âme encore trop souvent bâillonné à coups de médicaments. Mais certains psychiatres, comme David Servan-Schreiber, proposent d'autres solutions pour soulager la souffrance de leurs patients. De quoi ramener un peu de lumière sur leur lit de ténèbres. Guérir. Mais comment ? Nous sommes si doués pour maquiller nos blessures, au point parfois de ne plus savoir où elles se cachent. Alors comment guérir la douleur quand on ne sait plus d'où elle vient ? Pour comprendre, pour fouiller les inconscients, on allonge les maux de l'âme sur le divan des psys. On peut désormais les coucher aussi sur le lit des scanners. Des neurobiologistes vont aujourd'hui explorer le cerveau d'une personne dépressive, une parmi tant d'autres. Une parmi 120 millions dans le monde. Les psychiatres parlent d'une épidémie en pleine expansion. Elle affecte 2 fois plus de femmes que d'hommes. Les événements douloureux et le mal de vivre accompagnent l'être humain depuis toujours. Alors qu'est-ce qui le rend aujourd'hui plus fragile, plus démuni ? Les scientifiques n'ont pas toutes les réponses. La dépression est un mystère dont ils cherchent encore la clé. Hi Karen, how are you doing? Ça va Karen? Ça va. Ok, maintenant on va vous demander d'évaluer votre humeur et vos émotions pendant l'expérience. David Servan-Schreiber a fondé ce laboratoire de neurosciences américain pour comprendre la mécanique des cerveaux en souffrance. Dans celui de Karen, dans celui des personnes dépressives,
il s'est passé un jour quelque chose. Ce qu'on observe, c'est que les gens qui ont eu plusieurs événements très douloureux dans leur vie, en particulier dans la petite enfance, ont certaines régions de leur cerveau qui ont été sensibilisées à la douleur et qui réagissent de façon excessive par la suite, y compris à l'âge adulte. One more time, okay? Here we go. Les douleurs de l'enfance pèsent lourd sur les jeunes neurones. Elles laissent une empreinte. Et c'est dans le sillage de cette empreinte que s'installe parfois la dépression. Déjà très jeune, je me sentais différente des autres parce que j'étais plus mature, étant donné que j'ai grandi avec des parents qui étaient plus âgés que ceux de mes camarades de classe. Donc déjà en partant, j'avais de la difficulté à sociabiliser à cause de ça. Je partageais rien de mon monde intérieur, de mes émotions, de ma souffrance. J'ai diminué beaucoup ma communication avec l'extérieur. Donc je pense que c'est le point de départ qui a fait en sorte que tranquillement, au fil de mon adolescence, jusqu'à l'âge de 17 ans, j'ai tranquillement sombré vers une dépression. Mais l'enfance, semble-t-il, n'explique pas tout. Il y a des premiers pas heureux des jeunesses radieuses. Puis un jour, tout s'écroule. Les premiers moments de tristesse qui dépassaient la normale, je les ai vécus quand j'ai vécu la première dépression majeure, quand j'avais 47 ans, et qui était liée d'une part à un épuisement professionnel, d'autre part à la maison, je faisais comme si je travaillais pas, c'est-à-dire que fallait que tout soit fait, tout impeccable, et puis aussi que je m'occupais de mes parents qui étaient à domicile. Et en fait, j'étais sur la brèche 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et il y avait trop. Rarida va si mal qu'elle ne peut plus raconter les causes de sa dépression. Dormir est le seul refuge qu'elle ait trouvé. Une échappatoire que connaissent bien les personnes dépressives. Angoisse, stress, venus du passé ou du présent, où ces émotions s'impriment-elles dans le cerveau? Pour le savoir, ces photos angoissantes sont projetées à Karen, enfermée dans son scanner. Pour comparer, on lui montre également des visages plus neutres. Tout va bien, Karen? Oui, oui. Bon, on va vous demander si vous vous sentez triste maintenant. Vous allez évaluer ça sur une échelle de 1 à 5. Allez-y. En pistant dans le cerveau l'anxiété ou le stress, ces émotions négatives complices de la dépression, les scientifiques cherchent à débusquer ce vague à l'âme, là où il pourrait aussi se nicher. Au cœur des neurones. Okay, Karen, you did great. Bathroom's first door on the left. Just door on the left. Okay. So this is a picture of your brain. Donc voici la photo de votre cerveau que nous avons prise tout à l'heure. This is the side view. Là, c'est une vue de profil. So what we did is we scanned your On a brain scanné toutes les secondes et demie, ce qui nous permet d'analyser les réactions de votre cerveau toutes les secondes et demie, donc. Et sur les exercices qu'on vous a fait faire, voici les zones du cerveau que vous avez activées. Okay. Les zones activées par Karen se situent là, au centre du cerveau, dans ce qu'on appelle le cerveau émotionnel.
un cerveau archaïque que nous partageons avec les mammifères et certains reptiles. Entre ces neurones naissent l'amour, la joie, mais aussi la peur ou la tristesse. Bref, le royaume des émotions et de l'inconscient. A normal brain would look actually fairly like this. Fairly similar in that these areas. Le cerveau émotionnel de Karen a été particulièrement sollicité pendant l'expérience, car les photos qu'on lui a montrées ont éveillé en elle du stress. Or, le stress, c'est le talon d'Achille des personnes dépressives, la porte d'entrée où s'engouffre la dépression. Le stress est géré dans le cerveau émotionnel par l'amygdale. C'est elle, le centre de la peur. L'amygdale interprète le stress comme le signe qu'un danger extérieur nous menace. Elle réagit immédiatement en sécrétant des hormones du stress, cortisol et noradrénaline, qui vont accélérer le rythme cardiaque. Objectif, préparer le corps au combat ou à la fuite. Pendant ce temps, il se passe quelque chose dans le néocortex, et surtout ici, dans le cortex préfrontal. C'est dans cette région que s'élabore la pensée, l'abstraction, le langage, bref, le royaume de la raison et du conscient. Mais réfléchir retarderait les réflexes de survie. Donc, en cas de stress, le cortex préfrontal est débranché par l'amygdale, il s'éteint. Imaginez que votre métier, c'est de compter les papillons et que vous êtes dans un bois. Et un ours arrive. Donc vous n'arrivez plus à compter correctement les papillons, vous prenez plutôt la fuite. Ça, grâce à votre amygdale qui a pris le pouvoir. Elle a éteint toutes les zones qui ne sont pas importantes pour votre survie. Et donc elle a éteint une grande partie de votre cortex préfrontal. Le problème, c'est que chez les personnes dépressives, l'amygdale est persuadée que le danger est permanent. La preuve, face à des photos n'évoquant aucune angoisse, Karen, au lieu de se calmer, a continué de stresser. Connectée partout dans le cerveau, son amygdale ici est anormalement active. Elle maintient un stress chronique. Et la dépression, c'est justement ce stress chronique sur lequel le cerveau a perdu tout contrôle. Le cerveau a perdu le contrôle car après plusieurs semaines, l'hippocampe est attaqué par l'amygdale. Or, le rôle de l'hippocampe est justement d'éteindre l'amygdale une fois le danger passé et de permettre au cortex préfrontal de se rallumer. Mais pendant la dépression, les hormones du stress augmentent tellement qu'elles finissent par détruire les neurones de l'hippocampe. Affaibli, il ne peut plus remplir sa mission. Et le siège du raisonnement reste éteint. Les personnes dépressives sont donc coupées d'une moitié d'elles-mêmes. Elles sont emportées par le torrent de leurs émotions que rien ne peut plus canaliser. Ni volonté, ni recul, ni raisonnement. Le raisonnement, il est faussé par la dépression. Et au lieu de voir le verre à moitié plein, je le voyais toujours à moitié vide. Alors que ma nature, c'est plutôt de le voir à moitié plein. J'arrivais pas à raisonner mes émotions, j'arrivais pas à me motiver puis à me dire ben voyons Mélissa, lève-toi, fais quelque chose, prends-toi en main. C'est pas un bon conseil à donner non plus à une personne qui est dépressive. Ben, étant donné que le jugement est altéré, c'est très difficile de se recentrer sur une voie vers le bien-être. Il n'y a rien à faire. On a besoin d'aide.
Se confier à un psy soulage. Mais jusqu'à quel point? Les avis divergent. Le problème de traiter la dépression par la psychanalyse, c'est que comme le montrent les études de neurosciences sur des patients déprimés, la région du néocortex responsable du langage est très sous-activée dans la dépression. Il est donc très difficile d'avoir accès au cerveau en passant par le langage chez les patients déprimés. L'autre solution, ce sont les antidépresseurs. Ces médicaments, parmi les plus prescrits au monde, aident l'amygdale à se calmer et régulent le flot des émotions négatives. Alors les antidépresseurs sont utiles et importants puisqu'ils sont capables de directement changer l'activité du cerveau émotionnel. Mais par contre, ils ne sont que des béquilles, dans la mesure où lorsqu'on arrête de prendre le traitement, ils ne jouent plus ce rôle, et d'où le fait que beaucoup de patients qui ont suivi ces traitements par antidépresseurs retombent dans la dépression. Certains psychiatres proposent donc des solutions différentes pour aider les personnes dépressives. Il y a plein d'approches pour remplacer les antidépresseurs et la psychanalyse. Mais une des plus simples, c'est l'exercice physique. Une étude de l'université de Duke a montré que 30 minutes d'exercice physique 3 fois par semaine avait un effet exactement identique à celui d'un antidépresseur. Au bout de 4 mois, le même nombre de patients avaient récupéré. Simplement, quand on regardait, 1 an plus tard, ceux qui s'étaient soignés avec un antidépresseur et avaient arrêté, 1 an plus tard, 40% d'entre eux avaient rechuté. Alors que ceux qui s'étaient soignés avec le sport, seulement 8% avaient rechuté, c'est-à-dire 4 fois moins. J'ai au moins testé une dizaine de médicaments qui ont fonctionné, mais de façon temporaire et avec des effets secondaires, comme le fait de prendre beaucoup de poids. Donc, c'est comme un cercle vicieux. Dans le fond, on prend un médicament pour se soigner les souffrances intérieures, mais de me voir comme ça devant le miroir tous les jours, c'était très difficile pour l'estime de moi. Alors le psychiatre de Mélissa lui a prescrit un entraînement 3 fois par semaine dans la salle de sport de l'hôpital sous le contrôle d'un éducateur. Salut, t'es quasiment sur ta période de repos? Oui. Tout à l'heure, t'étais open un petit peu. 10, c'est beau. C'est bien, on va juste placer le ballon entre tes genoux. Vas-y, c'est ça. Lâche pas, tranquillement. On respire, expire. Ça force plus. C'est ça, tu tremblais un petit peu, fait qu'en gardant le ballon. T'étais un peu bougonneuse la semaine passée, tu filais pas bien, là. Hein, tu bougonnais un petit peu, t'es arrivé ici avec un petit peu d'agressivité, mais là, aujourd'hui, ça va bien, donc on va en profiter, on va monter à charge un peu, là. OK, ça va? Oui. Excellent. Reprendre le pouvoir. Se battre non plus avec sa tête, mais avec son corps, jusqu'à anéantir les fantômes du passé. C'est l'impact psychologique du sport. Pas à pas, redevenir acteur de sa vie, quand la dépression a fait de vous, pendant des mois ou des années, un simple spectateur. Cette photo-là a été prise 15 minutes avant ma tentative de suicide à 17 ans. Je pense que j'étais en colère envers tout le monde parce que personne ne se rendait compte que je souffrais, mais je le cachais tellement bien. J'ai jamais été capable d'exprimer mes émotions vis-à-vis mes parents, vis-à-vis mes amis. Pour moi, c'était comme interdit. Donc, il n'y a personne qui me l'a interdit, mais il n'y a personne qui m'a appris non plus à le faire. Donc, je pense que c'est justement de garder tout ça à l'intérieur qui, à un moment donné, a fait que j'ai craqué, j'en pouvais plus de souffrir, puis je pensais pas que c'était possible de m'en sortir. Donc, pour arrêter de souffrir, j'ai tenté de me suicider. Je voulais pas mourir, je voulais arrêter de souffrir à ce moment-là.
J'ai 28 ans et je ressens la petite fille de 10 ans souffrant de la même intensité, du même type de douleur. Qu'est-ce que c'est? D'où ça part? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Ce matin, j'avais envie de m'exprimer sur ce que je trouve le plus difficile dans ma vie en ce moment. Oui, je suis en arrêt de travail. Pour combien de temps, je n'en ai aucune idée. Souvent, j'ai dû abandonner mes emplois parce que je tombais malade, parce que je tombais en crise, parce que je tombais en dépression. Mais des fois, c'est la santé qui fait en sorte qu'on peut pas continuer. C'est impossible. Les nerfs, ils en peuvent plus. Après des années de hauts et de bas, entre exaltation et désespoir, Mélissa a été diagnostiquée il y a 6 mois. Elle souffre de maniaco-dépression, une maladie qui se manifeste par des troubles cycliques de l'humeur. Bouger semble avoir apporté dans la vie de Mélissa une forme d'équilibre. C'est ça. Son psychiatre a donc pu diminuer ses antidépresseurs. Lâche pas. Si le sport procure un plaisir évident, il possède également des vertus biologiques. Grâce au sport, c'est une hypothèse, il semblerait que de nouveaux neurones se forment et qu'entre eux s'établissent de nouvelles connexions. Le tissu neuronal se densifierait. Notamment ici, dans l'hippocampe, cet organe si affaibli pendant la dépression. Reconstitué, il pourrait donc à nouveau remplir sa mission, calmer l'amygdale et rallumer le cortex préfrontal, siège de la pensée. La raison peut donc reprendre le dessus face aux émotions négatives. Le sport fait davantage encore. Pour que les neurones communiquent bien entre eux, il y a les neurotransmetteurs. Parmi eux, la sérotonine qui régule l'humeur. Or, les taux de sérotonine sont trop bas chez les personnes dépressives. Le sport, comme d'ailleurs les antidépresseurs, en augmenterait la concentration. Il augmenterait aussi la dopamine, un autre neurotransmetteur associé au plaisir et au désir. Mais le sport a d'autres bienfaits. On se sent bien. Je dirais que ça ressemble à une légère euphorie. On se sent énergique. Ça peut arriver qu'on ressent de la douleur le lendemain, qu'on a fait beaucoup d'exercices. Mais la douleur physique, c'est rien comparativement à la douleur mentale, la souffrance mentale qu'on peut ressentir à certaines périodes de nos vies. L'autre côté traverse, oublie pas de traverser. C'est bien. Bouger quintuplerait la sécrétion des endorphines. Ces hormones de la même famille que l'opium sont euphorisantes. Et le sport accroît le débit sanguin dans le cerveau de 30%. Cet afflux de sang augmenterait alors les apports en oxygène, en éléments nutritifs, en hormones, bref, toutes ces molécules qui maintiennent un bon équilibre cérébral. Utilisé au Canada ou aux États-Unis, le sport est rarement prescrit en Europe comme traitement thérapeutique. Il n'est pas forcément adapté à tous les types de dépression, et toutes les personnes en souffrance n'ont pas forcément envie de bouger. Mais le sport fait partie de ces alternatives aux antidépresseurs que de nombreux patients recherchent. David Servan-Schreiber milite pour ce type d'approche différente, s'inscrivant ainsi dans un courant issu principalement des pays anglo-saxons. Fils aîné de Jean-Jacques Servan-Schreiber,
il a reçu en héritage l'attrait et la curiosité pour ce qui se fait ailleurs, notamment aux États-Unis. Son père, homme politique, s'est passionné pour la sphère collective. Le psychiatre choisira la sphère individuelle de l'âme, mais lui aussi s'intéressera aux défis américains et fera ses études outre-Atlantique, où les avancées en neurosciences sont alors les plus significatives. Il va, pendant des années, suivre le chemin de la psychiatrie traditionnelle. Un chemin qui, aux États-Unis, va s'éloigner de l'approche psychanalytique à mesure que les neurosciences progressent. Mais pour le psychiatre français, c'est une mission humanitaire qui, en 1997, va provoquer le déclic. Un voyage en Inde, chez les Tibétains. Quand j'ai parlé avec un de mes confrères tibétains, j'étais très frappé par sa conception de la dépression parce qu'elle était très différente de la mienne. Au lieu de voir ça comme une maladie de l'esprit, lui voyait ça comme une maladie du corps. Et il m'expliquait que notre corps était en fait notre meilleur médicament et qu'en soignant directement le corps, on stimulait les mécanismes d'auto-guérison qui font partie de chacun de nous et qui permettaient de ramener à l'esprit son équilibre. Le psychiatre fouille alors la littérature scientifique et y découvre qu'agir sur le corps, par le sport ou la nutrition par exemple, soulagerait la dépression. Les traditions de l'Asie, basées sur la respiration, le toucher, ou comme avec l'acupuncture sur la circulation des énergies, s'avèrent également intéressantes. Autant d'approches utilisées depuis longtemps en Orient pour calmer certaines maladies chroniques, comme la dépression. La médecine tibétaine ou bouddhiste sait très bien gérer les maladies chroniques. Ce type de médecine agit probablement à un niveau plus profond dans le corps. Alors ça ne marche pas immédiatement, ça prend du temps pour être efficace, parfois des semaines ou des mois. Donc évidemment, pour les maladies aiguës, les crises, vous avez besoin d'effets rapides. Et pour ça, la médecine tibétaine n'est pas efficace. Mais pour les maladies chroniques, elle marche bien. Je pense donc que les gens vont s'ouvrir de plus en plus à ces traditions. Il faut faire plus de recherches, mais je pense que c'est la voie du futur. Et pour faire avancer le futur, Barry va prêter son corps à la science. Parmi les différentes méthodes qui permettent de stimuler la capacité naturelle du corps à retrouver l'équilibre, il y a évidemment la méditation. Un des bénéfices immédiats de la méditation, c'est de brancher l'esprit sur ce qu'il se passe à l'intérieur du corps. Au programme de Barry aujourd'hui, méditation pendant 3 longues heures au fond d'un scanner. Ces chercheurs américains étudient l'impact de la méditation sur le cerveau. L'enseignement du Bouddha n'est plus l'apanage des moines. C'est aussi un outil thérapeutique pour les personnes qui ont côtoyé de près la dépression. Comme Eliane. Pour moi, méditer, ça signifie me centrer sur ma respiration, me centrer sur ce que je ressens au niveau physique. Ça veut dire être attentive, consciente aux sons qui sont autour de moi. Au fond de vous, votre esprit est plus calme. Vous pouvez vous trouver au milieu d'un ouragan de gens et d'activités, mais votre esprit est très calme, très présent, très concentré, tranquille. C'est être attentive aux pensées qui m'habitent et les laisser passer comme des nuages dans le ciel.
Comme le sport, la méditation est bien plus qu'un plaisir ou un lâcher-prise. Les chercheurs ont pu quantifier biologiquement les bienfaits que cette pratique religieuse vante intuitivement depuis des siècles. Ils observent en parallèle le cerveau des personnes dépressives et celui des moines participant à l'étude. Le résultat est étonnant. On s'en souvient, pendant la dépression, le cerveau émotionnel est emballé. L'amygdale n'en fait qu'à sa tête et le cortex préfrontal éteint n'arrive plus à fonctionner normalement. Cet engrenage, la méditation semble pouvoir l'inverser. En effet, méditer activerait et renforcerait le cortex préfrontal au niveau de sa partie gauche, laquelle justement est associée aux émotions positives. Méditer favoriserait donc les sentiments optimistes au détriment des émotions négatives. C'est exactement ce dont ont besoin les personnes dépressives qui ruminent sans cesse des idées noires. Mais la méditation aurait un autre effet. On arrive à la dépression généralement après une période de stress où on n'a pas réussi ni à s'enfuir ni à se battre. Et la dépression, c'est un état d'inhibition de l'action, de passivité et d'impuissance. Il y a donc une incapacité de reprendre le dessus et de passer à l'action. Une des choses qu'on constate dans la méditation, c'est qu'elle permet de stimuler la partie du cerveau qui justement prépare l'organisme à reprendre contact avec l'environnement et à nouveau à passer à l'action. Cette partie du cerveau, c'est l'aire motrice supplémentaire, une zone qui permet de planifier les mouvements. En renforçant cette région, la méditation aiderait à sortir de la passivité. Elle stimulerait ainsi la capacité à bouger et donc à aller de l'avant. En quelque sorte, le cerveau est un muscle que l'on peut entretenir. Barry, this is Richie. Hi, Richie. Cette étude a débuté il y a une dizaine d'années. Initiée par le Dr Richard Davidson, elle a ouvert un champ immense aux neurosciences, en changeant la perception que nous avions jusqu'alors du cerveau. Une des idées importantes dans les neurosciences modernes, c'est la notion de neuroplasticité. Et la neuroplasticité, c'est le fait que le cerveau peut changer en réponse à une expérience ou à un entraînement. Notre étude ici s'inscrit vraiment dans le cadre de ce concept de neuroplasticité, puisque finalement, la méditation est une méthode qui permet aux gens d'utiliser leur esprit pour changer leur cerveau. Et ce qui est remarquable, c'est qu'après seulement 2 semaines d'entraînement, une personne ordinaire comme vous et moi est capable de produire des changements dans son cerveau, qui peuvent être très bénéfiques. La méditation aide spécifiquement les personnes qui, comme Eliane, sont susceptibles de faire des rechutes dépressives. Eliane qui a pu surmonter sa première dépression grâce aux médicaments, jusqu'à ce que l'infarctus de son mari provoque une rechute, puis une autre, puis une autre. Je pense que j'ai fait 6 rechutes sévères. Je ne compte pas les creux de vague intermédiaires, sans que je puisse dire ce qui les déclenchait en fait. Finalement, il n'y a même plus besoin de prétexte. C'était comme des cycles. 3 semaines, j'étais bien. 3 semaines, j'étais dans le creux de la vague, sans que je puisse expliquer pourquoi ça arrivait. Et ça, c'était aussi angoissant, parce que c'était vraiment le sentiment que je contrôlais plus rien, et puis que je pouvais pas compter sur moi. Je l'ai vécu comme une pierre qui vous tire au fond de l'eau. C'était horrible, sincèrement. Quelquefois, j'avais pas d'espoir. Je croyais que j'étais condamnée
à finir mes jours comme ça. Et je trouvais ça dur. Après une première dépression, le risque d'en faire une autre est de 50%. Après 3 dépressions, il est d'au moins 70%. À l'hôpital, Eliane a donc suivi une formation de 8 semaines, mise en place pour les patients qui, comme elle, sont entrés dans le cycle infernal des rechutes. Aujourd'hui, le psychiatre ne distribue pas de médicaments, mais pour l'occasion, des grains de raisin sec. Imaginons pour un instant que nous sommes en train d'observer ces objets pour la première fois. Nous pouvons, si nous le souhaitons, prendre l'un de ces objets entre nos doigts et commencer à en explorer la consistance. Nous pouvons, si nous le souhaitons, voir à travers la lumière quelles sont les zones plus épaisses, les rugosités de cet objet. Et si nous sommes par moments amenés à reconnaître des pensées qui nous traversent l'esprit du genre « mais qu'est-ce qu'on est bien en train de faire ici ?» Simplement notons ces pensées, notons que nous ne sommes plus entièrement en contact avec l'observation de cet objet et gentiment revenons à l'observation de cet objet. Méditer, se concentrer ainsi sur le moment présent, réduirait de moitié le risque de rechute. Moment après moment. Depuis 2 ans, Eliane n'a pas eu à reprendre d'antidépresseurs. Nous sommes dans un centre américain où David Servan-Schreiber a pratiqué pendant plus de 4 ans. Fantastique. Un centre universitaire qui traite les problèmes de santé mentale uniquement avec des médecines complémentaires. Ce type de structure n'existe pas en France. Ici, le psychiatre a fait la rencontre décisive d'une infirmière, Beverly. I'm going to present you because what we did together was so important. Donc je vous présente Beverly. Et quand je suis revenu de mon expérience avec les Tibétains en Inde, où je me posais un tas de questions sur la méditation, la nutrition, l'acupuncture, la médecine par les plantes. C'est avec Bev qu'on a commencé à réfléchir à cette question. Elle était très intéressée par tout ça. Elle avait commencé à pratiquer de son côté, elle avait des résultats assez exceptionnels. Et c'est ensemble qu'on s'est lancé sur cette piste et qu'on a créé ce centre. Acupuncture, méditation ou yoga, shiatsu, réflexologie, chiropractie et autres massages, toutes ces approches pratiquées dans le centre de Shadyside sont efficaces, mais elles ont aussi leurs limites. Aucune d'entre elles ne peut être considérée comme la solution unique. Et pour certains maux de l'âme, ces méthodes ne sont pas capables de rétablir l'harmonie. Il faut trouver autre chose quand les patients sont hantés par un souvenir qui les déséquilibre au plus profond d'eux-mêmes. C'est le cas de Rarida. David Servan-Schreiber a rencontré Trudy au centre de Shadyside. Trudy, qui, comme Rarida, a subi un événement violent, un traumatisme.
Quand vous êtes venu me voir, vous aviez tous ces cauchemars, vous ne pouviez plus vous concentrer, vous aviez peur de toutes sortes de choses. Mes parents ont eu un accident de voiture. Mon père était dans le coma. Il a eu des lésions au niveau du cerveau. J'ai vu beaucoup de douleurs quand il était allongé comme ça. J'ai vu beaucoup de sang. Il saignait de la tête à cause de ses blessures. Ses jambes étaient déchiquetées, alors j'ai éprouvé beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse. Le traumatisme de Rarida, c'est la guerre. Elle est libanaise. Elle a vécu les événements de l'été 2006. Dans notre village, il n'y avait rien. Et soudainement, ça éclatait. C'est pire qu'un tremblement de terre. Sur le pont de notre village, j'ai vu un ami de mon père, un homme âgé, avec les ambulances, les pompiers et tout ça, qui tenait ses intestins par ses mains, il s'était blessé. Et l'autre, le père d'une fille, que Nobi était attaqué sur la voiture de sa fille, et il s'était envolé. Il ne reste qu'une tranche de sa main. Elle s'était brûlée. Et son père, il était là-bas, il cherche sa fille, et il criait, c'est ma fille, oui, mais c'est la voiture de ma fille, c'est le numéro de matriculation. Il frappait sur sa tête. Je peux plus supporter. Les enfants avaient trop peur. Ils criaient, mais maman, est-ce que vous voulez qu'on soit déchiré comme cette fille qu'on a vue? Vous n'imaginez pas comment ils criaient. Ils criaient, maman, sortez-nous de là. Sortez-nous de là. Est-ce que vous voulez qu'on meure? Est-ce que vous voulez qu'on soit déchiré et brûlé comme eux? Et c'est terrible. Et vous n'avez pas le choix. Rarida revit ces événements la nuit, le jour, sans cesse. Comme Trudy à l'époque. J'avais beaucoup de flashbacks, si vous vous souvenez. Des images de ce qui s'était passé et qui vous revenaient malgré vous. C'est ça, oui. Je revoyais mon père et ce qui s'était passé au moment de l'accident. Ce dont souffre cette patiente, ce dont a souffert Trudy, c'est le syndrome de stress post-traumatique. Ça a beaucoup de symptômes en commun avec la dépression, ça se manifeste souvent comme une dépression, mais en réalité il s'agit d'une cicatrice qui s'est formée dans le cerveau au cours d'un événement traumatique qui a eu lieu dans le passé, mais qui continue de se manifester dans le présent avec des cauchemars, avec des pensées de ce qui est arrivé, avec des émotions de ce qui est arrivé dans le passé, mais qu'on a encore aujourd'hui. Le souvenir du drame serait prisonnier dans l'amygdale qui considère que le danger est toujours présent. Le cerveau émotionnel ne communiquerait plus avec le cortex préfrontal car celui-ci est éteint. Pourtant, c'est lui qui pourrait dire que le drame est passé. L'aire de Broca, la zone responsable du langage, n'est plus active non plus. Les victimes d'un stress post-traumatique ont donc du mal à trouver les mots pour décrire ce qu'elles ont vécu. Quant au cortex visuel, il est suractivé. Comme si les patients regardaient sans cesse le film du drame, comme si les souvenirs étaient aussi précis qu'une photo. 31. C'est ce qui se passerait pour Rarida. Le drame a provoqué un tel chaos dans son cerveau émotionnel que celui-ci ne remplit plus sa fonction première. Être en lien avec les autres. Rarida s'est isolée de ses 3 enfants, Roland, Jason et Johnny, qui l'ont suivi après la guerre chez sa sœur. C'est son neveu qui s'occupe désormais de leurs devoirs. Je peux plus supporter les cris de mes enfants. Je peux plus supporter mes enfants
il veut que je les console. Et moi, je ne supporte personne. Je ne peux pas supporter pas un bruit. Pas un seul bruit. Même quand il mange un chocolat, un morceau de chocolat, il fait le papier comme ça, craque, je crie. Ne fais pas ça, ne fais pas ça. Je ne supporte pas le papier qui craque comme ça. Le papier du chocolat. Mais il est fâché à cause de ça. Ce petit Johnny que j'ai, c'est le plus attaché à moi. Parce que je crie sur lui tout le temps. Je l'éloigne. Je ne peux plus supporter. Il est très fâché. Il est trop fâché. Il me dit, vous ne m'aimez pas. Ils me le disent toujours. Vous ne m'aimez pas. Maman. Mais moi, je ne peux pas le supporter. Je ne peux pas le supporter. Elle crie sur moi. Je ne sens pas. Le stress post-traumatique est très difficile à soigner. Pour me faire aider, j'ai essayé le yoga, la méditation, mais j'étais incapable de m'investir dans ce type de pratique. J'étais dans une telle confusion, mon esprit n'était tout simplement plus avec moi. J'ai essayé d'autres thérapies sans succès. Alors j'ai pris rendez-vous avec le docteur Servan Schreiber. Pour la première fois de sa carrière, le psychiatre essaye avec Trudy une toute nouvelle méthode. That's great. Le MDR, ou désensibilisation et retraitement par les mouvements oculaires. That's great. You're doing great. Quel est l'événement le plus terrible? Celui qui vraiment, si on l'enlevait, ça vous soulagerait d'un très très grand poids. Est-ce que vous pouvez me dire quel est l'événement le plus terrible? Laissez venir et dites-moi. Ce sont mes enfants. Oui. Pouvez-vous me décrire la scène qui est vraiment la scène la plus horrible pour vous? Celle qui vous fait le plus de mal? C'est quand ils criaient, sortez-nous de là, et ils ont peur. Voilà. Et je peux rien faire. Vous l'avez en tête, cette image, hein? Je voudrais que vous laissiez bien revenir ça en vous. Hein? Puis, vous allez suivre ma boule des yeux. Vous ne bougerez pas la tête. Hein? Et vous me direz après ce qui s'est passé. D'accord? D'accord. On y va. Allez-y. Suivez. Suis bien, Rida. Suis bien. Bouge pas la tête. Juste les yeux. Thanks. Good. All right. Very good. On sait que pendant les rêves, nous bougeons tous les yeux rapidement de droite à gauche derrière les paupières closes, et pour cette raison, ça s'appelle le sommeil des mouvements oculaires rapides, découvert par un Français, Jouvet, dans les années 50. On sait aussi que pendant ces mouvements oculaires rapides, le cerveau digère l'information de ce qui s'est passé la journée même ou bien dans les journées précédentes. Donc le MDR, une des théories pour en expliquer son efficacité, c'est de dire que probablement ça engage le même mécanisme de digestion en déclenchant ces mouvements oculaires rapides qui normalement ont lieu tout seuls pendant les rêves. La nuit, le cerveau crée des connexions entre les événements de la journée et ceux du passé. Une façon d'archiver et de relativiser ce qui vient nous arriver. Mais en cas de traumatisme, ces connexions ne se font plus. Le MDR insisterait donc sur ce travail d'archivage non abouti. On ne comprend pas bien encore les mécanismes de cette thérapie. Mais il semble que les mouvements oculaires pendant la séance
facilite la formation de nouvelles connexions entre les souvenirs du traumatisme. Un réseau se formerait, chaque souvenir paraissant se relier à un autre, puis à un autre, et encore un autre. Et les souvenirs traumatiques, presque pris de vitesse, semblent alors remonter d'une connexion à une autre jusqu'au cortex préfrontal. Là, ils se connectent instantanément à notre connaissance de la vie, à notre expérience. Cette activité fait alors que le cortex se rallume. Les souvenirs traumatiques basculent dans l'univers de la raison et sont alors archivés dans le passé. L'amygdale s'éteint, le traumatisme est digéré. Regardez bien tout ce qui remonte. C'est bien. C'est bien. Continue là, là. Continuez. C'est bien. Depuis 2004, l'EMDR est reconnu par l'INSERM comme une méthode efficace. Continuez. Là. Continuez, madame. Continuez. Respirez bien. Qu'est-ce qui est revenu maintenant? Ça va mieux. Ça va mieux? Ça va mieux. Bien. On fait encore un balayage. On va y arriver. Regardez bien ce qui remonte. C'est bien. C'est bien, madame. C'est bien. C'est bien. Continuez. C'est bien. Je suis bien. Suivez bien, surtout suivez bien. Continuez. Il faut suivre. Et maintenant. C'est mieux maintenant. Quand vous avez commencé, j'ai des angoisses. Je suis triste quand j'ai pensé à ça. Oui. Et après, j'ai rié. Oui. Au lieu d'être angoissée. Ouais. Je pense que j'ai senti que l'idée ça s'envole. Oui. Ça s'envole dans ma tête. Ça s'est envolé. Oui, bien. Encore une fois. On va le faire envoler complètement. Bonne respiration. Et là? Là, je suis forte. Vous sentez bien? La première fois que j'ai entendu parler de cette méthode de traitement pour le stress post-traumatique, ça m'a paru complètement loufoque. C'est une des choses les plus difficiles à soigner en psychiatrie, et donc je me suis d'abord extraordinairement méfié. Il a fallu que je regarde la littérature scientifique dans le détail pour m'apercevoir qu'il y avait effectivement un grand nombre d'études qui montraient une efficacité remarquable et une incroyable rapidité des effets. Il y a maintenant plus de 18 études contrôlées dans la littérature qui nous montrent que pour une personne qui a eu un traumatisme à l'âge adulte, par exemple, 80% de ces personnes n'ont plus de symptômes après seulement 3 séances de MDR. 80% de succès, c'est le taux d'efficacité des antibiotiques dans la pneumonie. Donc on a là quelque chose de remarquablement efficace, même si on n'en comprend pas encore exactement le mécanisme d'action. Un matin, la dépression s'était installée dans leur vie. Elles avaient fini par devenir l'ombre d'elles-mêmes, jusqu'à redécouvrir, un jour, cette part de lumière qu'elles n'avaient au fond jamais perdue. Mélissa a décidé de reprendre ses études. Elle souhaite s'investir dans l'aide aux personnes en souffrance mentale.
Pour la première fois, Eliane n'a plus peur de la dépression. Les projets de vie sont à nouveau possibles. Le sien, devenir à la retraite écrivain public pour les personnes âgées. La peur a disparu de la vie de Rarida. Elle est redevenue la femme et la mère qu'elle était avant la guerre. Il reste encore beaucoup à faire, beaucoup de recherches à mener pour aider les personnes dépressives. Mais ces méthodes différentes ont ouvert quelques portes. Elles montrent que nous possédons tous, en nous, des mécanismes biologiques qui, pour peu qu'on les active, ouvrent un chemin vers la guérison.